Bonjour Marie, bienvenue sur Pandore. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation et je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui vont nous écouter ou nous voir, voilà, pour te connaître un peu plus. Bonjour Eve, merci en tout cas de me donner l'opportunité de m'exprimer. Eh bien, je suis Marie, je me considère comme doula, voilà, je suis formée en tant que doula et je suis maman de deux petits garçons. J'ai plusieurs casquettes, on va dire, en tant que doula et j'en suis arrivée à là avec mes galères de maternité. Donc, à la naissance de mon fils aîné, j'ai passé une période assez difficile en termes de postpartum. Voilà, j'ai fait une dépression du postpartum liée certainement essentiellement à l'allaitement qui était un peu difficile. Et à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai eu l'opportunité de me rapprocher d'associations. Puisque je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu pour mon premier enfant, j'ai eu l'idée de pas m'isoler. Je n'avais pas cette idée-là en fait à la naissance de mon premier enfant. Je me suis isolée de moi-même et je n'ai même pas pensé qu'il pouvait exister quoi que ce soit pour aider la mère en difficulté. D'ailleurs, je me demandais pourquoi j'étais en difficulté. Je me sentais un peu hors norme à l'époque. Pour placer le cadre, j'ai fait des études de graphisme. Donc, je travaillais à l'époque en tant que graphiste à la naissance de mon deuxième enfant et je me suis retrouvée à être licenciée économique justement au moment de ma deuxième maternité. Et ça faisait un petit moment que je réfléchissais à faire autre chose. Je me voyais plus dans ce milieu qui est quand même très compétitif et assez difficile. Bien que j'adore vraiment le travail de création, mais voilà, c'était compliqué pour moi. Et ça a été un peu, tout s'est mélangé. C'était l'opportunité pour moi de faire autre chose. Et donc, en même temps, j'avais ces problèmes d'allaitement avec mon deuxième enfant aussi, qui pour le coup s'est traduit par des grosses douleurs très intenses. Et je me suis donc rapprochée d'une première association, une association de mère à mère, on appelle ça une association de mère à mère. C'est des associations où les parents viennent, les mamans surtout, mais bon, ça peut arriver que les papas viennent aussi, viennent et parlent de leur expérience. Et voilà, il y a des animatrices souvent. Et c'est là-bas qu'on m'a envoyée vers une professionnelle, une IBCLC, donc une consultante en lactation. Et c'est là où j'ai vraiment découvert un milieu de gens qui écoutent. Voilà, il y avait des gens qui écoutaient, qui prenaient en compte mes problèmes, et j'ai trouvé ça merveilleux de me sentir écoutée et non jugée et soutenue. Et c'est arrivé donc en même temps que mon licenciement économique. Je me suis dit, mais c'est génial, il faut que moi-même, je puisse apporter ça aux autres, quoi. C'est précieux. Je ne savais même pas que ça existait. Voilà. Et donc, je me suis d'abord investie dans la première association de mère à mère en tant qu'animatrice. Donc, code l'allaitement, pour le coup. Et j'ai ensuite intégré l'association qui, à l'origine, était celle de ma consultante en lactation. Je me suis formée à plusieurs outils, donc le portage. J'ai d'abord fait une formation de portage. Et là aussi, c'est pas seulement on apprend des nœuds et c'est tout. C'est vraiment, pour le coup, ça a été 6 jours, 6 jours où on apprend les besoins du bébé, on apprend les besoins des parents, la confiance, comment faire en sorte qu'ils aient confiance en eux, voilà. Et
Et l'allaitement était toujours présent dans tout. C'est vraiment, c'était vraiment la clé, enfin, c'était le fil conducteur. Donc, je me suis formée en tant que comment on dit, pardon, instructrice en massage bébé par la suite. Et j'ai intégré aussi des groupes de parole donc dans cette deuxième association. Donc, je faisais des groupes de parole et souvent, c'était des mamans qui allaitaient. La plupart du temps, je me retrouvais avec des mamans qui allaitaient et donc j'étais vraiment dans un milieu voilà, lié à ça. Je me suis ensuite fait former par une consultante en lactation pendant 3 jours vraiment sur ce sujet-là. Et après, j'ai fait la formation des doulas. Voilà où j'en suis. Super. Et bah, écoute, je suis très contente que tu abordes ce sujet du postpartum et de la lactation parce que c'est quelque chose qui est revenu avec d'autres femmes avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Que souvent, on parle beaucoup de la grossesse. Il y a beaucoup d'attention autour de la femme au moment de la grossesse, de l'enfantement. Mais l'après, souvent, il y a un peu un vide finalement avec la naissance du bébé, l'attention des personnes qui se tournent peut-être plus vers le bébé, qui laissent de côté la maman. Et c'est quelque chose effectivement, oui, qui est souvent revenu que les mamans ne savaient pas forcément où se tourner, qu'il existait des associations, des endroits pour être écoutées, avec tous les stigmates des fois hein, qu'il peut y avoir, ou la non-compréhension de ne pas réussir, voilà, de pas bien réussir effectivement à accompagner dans l'allaitement ce genre de choses. Et du coup, j'avais envie de t'écouter un petit peu plus sur après ton premier enfantement. Hein, et là, tu as parlé que tu as fait une dépression postpartum en lien avec l'allaitement. Est-ce que tu serais OK pour partager un petit peu plus là-dessus? Alors, je dis en lien avec l'allaitement, je pense que c'était un des facteurs. Voilà. Mais en soi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, l'accouchement. Voilà, j'étais aussi beaucoup isolée de ma famille. J'étais la première à avoir un enfant dans mes amis. Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais effectivement, mon allaitement, je ne le comprenais pas. Je le voulais, je l'ai désiré et je l'ai subi aussi. Voilà. C'est vraiment, j'avais un enfant qui pleurait, qui demandait beaucoup en fait. Il était scotché. À l'époque, je considérais qu'il demandait beaucoup. Voilà, j'ai évolué par rapport à ça et cheminé, mais sur le moment, je subissais l'allaitement. Il réclamait toutes les demi-heures, grand maximum. Et j'avais des amis, voilà, j'ai quand même eu une ou deux amies à côté qui ont eu des bébés en même temps que moi et qui, pour le coup, allaitaient aussi et qui me disaient oui, bah, moi, tout va bien. On espace 2, 3, 4 heures, voilà, ils ne réclament pas entre deux. Donc, je me sentais vraiment, je me demandais qu'est-ce que je faisais mal. J'avais le poids des réveils de la nuit. Voilà, j'étais pas bien et je ne voulais pas dire que j'étais pas bien. Je le cachais, je n'admettais pas qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Bon, ça se voyait forcément un peu, voilà, en dehors de ça. Mais ça a été vraiment une période compliquée. J'ai appris le travail à 2 mois et demi, voilà, 2 mois et demi, 3 mois, comme, voilà, comme la plupart des femmes en France, en tout cas. Et je suis passée à l'allaitement mixte. Donc, l'allaitement mixte, c'est et le lait maternel, le sein, et les préparations pour nourrissons. Et là, j'ai commencé à bien vivre mon allaitement. J'ai commencé à bien le vivre parce que je sentais que ce bébé n'était plus complètement dépendant de moi. Voilà. Il y avait vraiment une sorte de détachement ou de pression que je me mettais par rapport
par rapport à cette répondre à ses attentes, à répondre répondre. à ces besoins. Voilà, c'était une bataille pour moi, puisque dans un sens, je ne voulais que être libre, voilà, et dans un autre sens, je ne pouvais pas le laisser à qui que ce soit. La simple idée de sortir et de me dire, oh, s'il réclame la tétée, que je suis dans la rue, qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, alors en plus j'étais très très pudique à l'époque, donc c'était vraiment très tabou pour moi. Et l'idée juste de partir une demi-heure et de le laisser à son père, c'était pour moi pas pensable. Voilà, c'était je me disais qu'il ne pourrait pas s'en sortir sans moi. Voilà. J'ai commencé à tirer mon lait très tôt. Il avait 2 semaines de vie. C'était juste, je m'en suis pas servie en plus, mais c'était juste le fait de me rassurer et de me dire bon bah cet enfant il peut être nourri à côté au cas où voilà, il arrive quoi que ce soit. C'est on se met, enfin moi je me suis mis des limites toute seule. Peut-être il y avait ce côté bah, la société dit que, voilà. Et puis après, avec le recul, je sais pourquoi c'était compliqué. Et je sais, je me doute de ce qui allait pas. Mais comme je n'avais pas de douleur et que juste c'était un bébé qui, je trouvais, était tout le temps au sein, eh bien, je comprenais pas. Alors qu'on m'avait dit, ben, c'est toutes les 3 heures. Et puis alors, tout le monde y va de son conseil. Donc, il y en a un qui dit mais tu devrais faire ça, puis l'autre qui dit l'inverse. C'est terrible d'arriver à trier ces informations et de savoir à qui faire confiance et aussi on a tendance à peu s'écouter dans ces moments-là. On a tendance à on m'a dit ça, alors je fais ça, même si ça va à l'encontre de tout ce que mon corps et ma tête me disent. Oui, on cherche un peu des Voilà. solutions, des pistes, et puis c'est tellement d'informations, j'imagine que ça Hmm. doit être difficile. Et est-ce que tu voudrais nous parler du coup de cette prise de recul que tu as vue? Est-ce que ça s'est fait avec ton deuxième enfant? Et qu'est-ce qu'on a pu t'apporter qui t'ont permis un nouveau regard sur ce que tu avais vécu? Voilà, qu'est-ce qui a Alors, changé pour toi? déjà, mon deuxième enfant était très désiré, malgré les grosses difficultés que j'ai eues depuis le début avec mon premier enfant. Il faut dire ce qui est, le lien était altéré dès le départ. Euh, Quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, voilà, mais ça a mis du temps à se dissoudre, ça a mis des mois à ce que je sois à l'aise en rentrant chez moi, voilà. Mais je donnais une image de moi. C'était voilà, il fallait pas que ça se voie, il fallait pas parce que c'est pas normal une mère qui se sent pas bien chez elle avec son bébé, voilà. Donc à la naissance de mon deuxième enfant, déjà c'était un enfant très désiré. Et je pense qu'il y a eu déjà 2 facteurs. Le premier, c'est que mon premier accouchement, il s'est passé très classiquement en France. Je suis arrivée, j'ai perdu les os, je suis arrivée, j'ai pris la péridurale, voilà, ça a duré, je sentais plus mes jambes, ça a duré quelques heures, il est sorti, tout allait bien, voilà. Et derrière, gros baby blues et puis dépression du postpartum. L'arrivée de mon deuxième enfant était plus spécifique puisque j'ai pas eu de péridurale et que bon, ça s'est fait très vite. Et donc, voilà, j'ai eu, je pense, peu d'effets secondaires euh, par rapport à la péridurale. Voilà. Je n'ai pas eu du tout d'effets secondaires puisque je n'ai pas pris la péridurale. Enfin, je n'ai pas eu le choix, j'ai pas eu la péridurale. Et je me suis vraiment sentie, déjà, rien qu'à la maternité, complètement différente. Et je pense aussi que la volonté de ne pas revivre ce que j'ai vécu lors de ma première maternité a été très très forte. Ça a duré trop longtemps. Et j'ai vraiment eu un déclic, même
certainement enceinte, de me dire, je reste disponible pour ce bébé. Maintenant, je sais comment ça marche déjà. Je sais que ma vie a changé et que ma vie voilà, a basculé. On est plus deux, on est trois et après on est quatre. Voilà. Donc, il y a eu vraiment quelque chose où je me suis dit, bon, ça ne fonctionnait pas avec le recul, comment j'ai fonctionné donc pour le premier enfant. Deuxième enfant, je vais le faire différemment. Et donc là, pour le coup, j'ai eu vraiment des grosses douleurs. Ça a été terrible. Mais j'ai eu des grosses douleurs, mais j'allais super bien. Je pétais la forme, moralement, je veux dire. C'était complètement différent. Et pour le coup, j'ai cherché toutes les solutions possibles et imaginables à ce que ça marche. Parce qu'il y a un point que j'ai omis, c'est que quand je suis passée en allaitement mixte de mon fils aîné, ça a duré jusqu'à ses 5 mois, donc ça a été peu de temps, de 2 mois et demi à 5 mois, et puis à la fin, il n'arrivait plus à passer du sein au biberon. Et j'ai eu comme une sorte de deuil à faire sur mon allaitement. Ça a été très long, plusieurs mois aussi. Voilà, comme un manque en fait, comme quelque chose de raté, un manque. Et je me suis toujours dit, mon deuxième enfant, je l'allaiterai beaucoup plus longtemps et jusqu'à ce que je ressente, moi, et l'enfant aussi, mais surtout moi, l'envie d'arrêter. Parce que là, c'est pareil, l'arrêt, je l'ai subi, en fait. Donc, je crois que ça a été aussi ça qui a fait que je voulais que ça marche, quoi. Et du coup, il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'est est-ce que tu crois peut-être, c'est une hypothèse, hein, c'est toi qui vas pouvoir me dire peut-être, que le fait d'avoir traversé ce second enfantement dans toutes ces sensations, entre guillemets, ça a permis peut-être à ton corps aussi de vraiment compléter cette information de, de naissance et peut-être te rendre plus, entre guillemets, se préparer mieux à l'accueil de ce second enfant? Alors, très clairement, ça joue énormément. Avec le recul, le deuxième enfant, j'étais vraiment actrice de mon accouchement. J'ai tout senti. Le premier enfant, il fallait que ma sage-femme me dise quand pousser pour faire sortir le bébé. Donc oui, je pense que vraiment le fait... Bon, bah là, malgré moi, hein, parce que juste, je suis arrivée tard et que... Pourtant, je l'ai demandé la péridurale, mais voilà, je ne l'ai pas eu. Et avec le recul, je suis vraiment hyper contente parce que je pense que ça a joué, oui, effectivement. Le fait Alors, le corps n'est pas pollué, on va dire, entre guillemets, par... attention, hein, je ne suis pas là en train de dire que c'est pas bien de prendre la péridurale, loin de là. Chacun ses choix, mais selon les situations. Mais par ailleurs, moi, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a joué sur, en tout cas, mon état psychologique derrière, quoi. Et quand ça fonctionne dans la tête, ça fonctionne plus dans le corps, en fait, je pense. Effectivement. Tout à fait. Mes voisins sont rentrés en travail. Mince. Bienvenue au Bon, Brésil. Euh, et du coup, je voulais entrer peut-être un peu plus sur cet allaitement, que éventuellement tu nous parles un peu plus aussi de tes connaissances en tant qu'expérience personnelle, mais aussi en tant que doula, sur comment ça se passe, comment ça fonctionne, qu'est-ce que toi, voilà, tu t'es rendu compte à travers tes vécus, tes expériences, et que tu pourrais partager pour les personnes qui vont écouter. La première chose, je crois que ce qui a fait que mon allaitement marche, c'est le soutien que j'ai eu. Le soutien d'une autre personne à l'écoute, le soutien des autres mères qui partageaient leurs galères,
le fait de ne pas m'isoler. Et puis, je pense qu'il y avait une très grosse volonté de ma part aussi. Voilà. C'était un projet que j'avais moi personnellement. Je comprends tout type de projet et pour le coup, moi, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Je crois que ça, c'est vraiment quand on a ce projet-là, l'allaitement, c'est pas facile, surtout dans notre société. Dire ce qui est, c'est dur. Et d'avoir quelqu'un référent, quelqu'un là en cas de question, en cas de petit coup de blues ou juste une écoute, voilà. Et ben ça peut vraiment, vraiment changer la donne. Tu Il y a... disais Oui. juste avant, non, parce que tu parles de la difficulté dans notre société. Et je voulais savoir si pour toi c'était lié au rythme de vie, au éventuel travail. Normalement, il y a un arrêt, mais bon. Ou si c'est lié aussi à la famille, comment elle est constituée. C'est vrai qu'il y a quand même une perte de transmission entre femmes, entre mères, etc. Enfin, à quoi tu le reliais cette Je le relie à tout ça, hein. Au fait qu'aujourd'hui, on a quand même peu de professionnels formés en allaitement. C'est aujourd'hui, c'est l'important, on va dire, dans le corps médical, c'est que le bébé aille bien, ce que je comprends parfaitement. Et du coup, souvent, le projet allaitement est laissé un peu de côté à la première difficulté, du genre petite perte de poids ou même stagnation ou difficulté, douleur. Ou, voilà, et on ne va pas chercher la source, on va plutôt dire, bon, ben là, en général, voilà. En France, c'est pas, c'est le taux, alors je ne le connais plus, le taux d'aujourd'hui, mais on ne vole pas très haut. Et effectivement, on a une perte de transmission de nos parents, voilà, parce que c'était une autre époque, parce qu'on n'avait pas les mêmes priorités. Et puis, il y a la vie, il y a le fait qu'on travaille, que le congé maternité, il n'est quand même pas, il n'est pas énorme quoi, en France. Voilà, il y a peu de soutien. Si on ne va pas en chercher, je dirais même qu'il n'y en a pas forcément, quoi. Et voilà, c'est dur d'allaiter dans notre société. Je pense que... Alors, on est toutes capables de le faire, mais c'est pas inné, quoi. C'est pas... Il y a des choses voilà, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne peut pas les inventer. Voilà, on voit, voilà, j'ai la capacité de, mais après, bon, bah, alors pourquoi on a telle difficulté? Bah, moi, je ne sais pas, je ne suis pas formée pour savoir ça. Et donc, souvent les mères bah, se retrouvent à, bon, bah voilà, j'ai pas le choix, j'arrête. Et j'ai pas le choix. Ça fonctionne pas. Elles n'ont même pas l'idée que peut-être on peut les aider et que peut-être il y a des solutions avant de complètement sevrer, quoi. Alors, dis-nous un peu comment on peut les aider en plus. Donc, tu as dit le soutien, être entouré, avoir quelqu'un pour guider. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais suggérer? C'est vrai que je préconise souvent à la femme enceinte de s'informer de comment ça fonctionne avant l'arrivée du bébé. Parce que quand on sait comment ça fonctionne, on peut en déduire certaines choses. On ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait pas comment va être le bébé. On ne sait pas si ça va être une petite crevette ou un petit goulu. Ou voilà, il y a plein de cas de figure. Il y a plein de caractères différents. Et puis, il y a plein de... Mais ce qui est, c'est que l'allaitement, il fonctionne d'une certaine manière. Et chez les femmes, c'est partout pareil. Donc, quand on sait comment ça fonctionne, quelles hormones jouent, etc., on peut se dire, bon, bah là, il y a un retard de montée de lait, bon, c'est peut-être dû à ça, ou bah là, bébé, il pleure parce qu'il a mal, bah, peut-être que ça peut être ça, parce que bah, j'avais entendu que, voilà. Et sans pour autant mélanger les histoires des autres, mais simplement pouvoir avoir la capacité d'analyser la situation.
Et on ne peut pas avoir la capacité d'analyser la situation si on n'est pas informé au préalable. Et après, bah, ça va dépendre du projet de la mère aussi, des parents en général aussi, du papa, parce que le papa a un rôle évidemment important. Et voilà, il y a des mères qui vont dire bah, moi je vais juste faire la tétée d'accueil et puis je verrai. Puis il y en a qui disent ah, bah, moi je vais aller jusqu'au sevrage naturel, c'est important pour moi. Et tout est OK en fait. Tout est OK. Et simplement arriver à respecter son projet par le soutien et par l'information au départ. Voilà. Et, euh, et du coup, avoir une personne fiable dans la formation parce que on va avoir des mamans ou des amis qui vont dire bah voilà pour moi ça s'est passé comme ça, tu devrais pas faire comme ça, etc. Mais se rapprocher de vraies personnes formées, là c'est la source sûre. Mais quand il n'y a pas de source sûre, eh bien c'est vrai que bah, chaque bébé, chaque mère a une expérience différente et c'est jamais pareil chez les uns ou chez les autres. Oui, c'est vrai que le professionnel, il a cet avantage qu'il a vécu en accompagnement plein de situations différentes. Donc Oui, effectivement, c'est il y ça. a une panoplie, entre guillemets, de propositions, de témoignages pour soutenir la mère suivant la situation dans laquelle elle est. Et, Et à côté de ça, quand je parle de professionnels, je parle vraiment de professionnels formés en allaitement. Parce d'accord, qu'il va y avoir, spécialité. voilà, la spécialité, parce qu'il va y avoir pas mal de professionnels de la santé, des sages-femmes, des médecins, des pédiatres, qui ont l'expérience d'années, et ça, on ne peut pas leur enlever, mais qui, quand on ne sait pas comment fonctionne vraiment l'allaitement, eh bien, on va le faire, ça va être des avis très subjectifs, en gros. Voilà, donc, pour moi, c'est vrai que c'est important de se rapprocher de quelqu'un formé en allaitement, vraiment formé en allaitement. Et peut-être de choisir une référence pour ne pas justement se laisser emporter par tous les conseils, toutes les voix des amis, de la famille, même s'ils veulent bien faire. Hein. Voilà, une référence, effectivement, c'est bien en qui on a confiance, parce qu'on va quand même confier des choses très intimes. C'est une forme d'intimité. Voilà, donc il faut vraiment qu'on se sente à l'aise avec cette personne. Et alors, il existe aussi des associations, et ça, c'est super. Des associations, même à distance, où vous pouvez avoir une marraine d'allaitement. Et pour le coup, là, ça peut se faire avant la naissance de bébé. Et ça, c'est très précieux. Voilà, parce que là, pour le coup, vous avez quelqu'un qui a des connaissances. Alors, c'est pas des professionnels, pour le coup, mais c'est des mères avec des expériences qui ont elles-mêmes des personnes au-dessus d'elles qui peuvent être là pour conseiller en cas de vraies grosses difficultés. Voilà. Donc, la solution association aussi au départ est vraiment un bon plan pour moi. Voilà, je pense. Peut-être que tu pourras me passer des liens que je pourrais mettre dans la description pour partager pour les personnes intéressées. D'accord. Et du coup, sur le fonctionnement, moi, je reviens à ma question qui m'avait laissée curieuse, où j'ai vu une maman adopter un petit bébé et l'allaiter. Et je ne savais pas que c'était possible, alors je voulais savoir si tu pouvais, si tu avais déjà vu et si tu pouvais expliquer un peu comment c'est possible. Alors, on est toutes en capacité d'allaiter. Voilà. Normalement, voilà, à part exception, maladie, il y a quelques pourcentages évidemment, mais la femme a ce qu'il faut pour allaiter. On a des glandes et on a même qu'on n'ait pas accouché, on a ces glandes. Elles sont là, elles maturent depuis l'enfance, elles grandissent, voilà. Et effectivement, elles sont vraiment, ça mature vraiment pendant la grossesse. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pendant la grossesse qui fait que à la naissance du bébé, la montée de lait se fait, on va dire, instinctivement. Voilà, c'est mécaniquement même, on va dire. C'est un réflexe du corps. Voilà.
Mais à côté de ça, l'allaitement, c'est une question d'offre et de demande. Donc, c'est une question de, voilà, il y a cette prolactine qu'on crée, nous, hormonalement, qui produit le lait, et il y a l'ocytocine qui l'éjecte. Et il y a, tout ça fonctionne en fonction de la demande d'un bébé. Donc, si on place un bébé au sein, et qu'on n'a pas accouché, par exemple dans le cas de cette adoption, avec un peu de persévérance, donc ça peut prendre des mois, hein, évidemment. C'est un gros travail, très rigoureux, voilà. Mais c'est possible. On demande au corps de produire du lait, en fait. À partir du moment où on demande au corps de produire du lait, il en produit, si on lui demande correctement. Donc je dis ça parce que souvent il y a des femmes qui disent que bon, elles produisent peu de lait, ou voilà, on entend pas mal de choses. Et souvent c'est que la demande, donc au niveau de la bouche du bébé, a un problème. Et là, de ce côté-là, la demande n'envoie pas la bonne information au cerveau de la mère, et donc l'allaitement, la lactation a du mal à démarrer. C'est intéressant Voilà. ça. Et alors, comment tu fais quand c'est finalement la bouche du bébé qui ne sait pas bien finalement demander? Alors, Quelles sont les voilà, possibilités? il y a pas mal de cas de figure. Aujourd'hui, on dit souvent que c'est la faute de la mère, tu produis pas assez. On entend plein de choses. Tu produis pas assez de lait, ou il est pas assez nourrissant, ou voilà. Et en fait, en réalité, on se rend compte que la quasi-totalité des problèmes viennent de la bouche du bébé. Donc, il y a un gros effet au niveau des tensions musculaires, au niveau du frein de langue ou du frein de lèvres qui peut, voilà, il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Peut-être un problème de position, de problèmes dans la nuque, des tensions au niveau des nerfs qui influent sur la succion, etc. Des reflux, enfin, il y a pas mal de facteurs. Et dans ces cas-là, l'idée, c'est de trouver la source, vraiment. Trouver la source du problème. La source du problème, elle est où? Et quand on a trouvé la source du problème, on peut agir voilà, pour qu'il n'y ait plus le problème derrière. Et donc se rapprocher vers des professionnels, du type ostéopathe, du type consultante en lactation. Bienvenue au Brésil, de nouveau. T'auras tout eu. En voyage. Des chiropracteurs, voilà, il y a pas mal de professionnels qui peuvent C'est orienter. passionnant. Je trouve. Voilà. Et donc, c'est pareil, on peut relancer, si la mère le veut, relancer une lactation qui s'est arrêtée. Tout est possible. Bon, c'est laborieux, hein, je viens de dire, enfin, c'est laborieux. Ça nécessite voilà, un De la travail. volonté et puis Parce qu'il faut se lever la nuit, parce qu'il faut tirer son lait à certaines heures, parce que voilà. Mais si c'est un vrai projet, tout est possible. C'est ça qui est magique avec dans l'ensemble, tout est possible. et du coup, avant, tu as parlé du père, et effectivement, là, tu reparles de projet, et je voulais te demander, alors ce père, où il se place, comment le faire participer à ce projet, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est vrai que souvent le père se retrouve un peu comme si on lui prenait enfin voilà, il a du mal à se placer dans ce couple mère-bébé. Et parce nourrir l'enfant, c'est quand même l'action principale des débuts de vie. Et si le papa ne peut pas nourrir l'enfant, il considère qu'il ne sert à rien. Souvent, c'est ce qu'on entend, voilà. Et souvent, on entend les mères dire, voilà, moi, je ne veux pas allaiter parce que je veux que le papa il puisse donner le biberon et qu'il soit au même niveau que moi. C'est un choix et je ne juge pas. Mais il y a aussi plein d'autres choses à faire avec le papa. Déjà, que le papa soit soutenant pour la mère, qu'il soit présent.
Voilà, c'est les débuts d'un allaitement, c'est beaucoup. Ça fait une grosse charge. Voilà, le bébé, ben, il est complètement dépendant de maman et des parents. Donc, ça peut être très lourd. Donc, par exemple, faire à manger ou faire le ménage, ça c'est une chose que la mère, dans l'ensemble, va avoir peu de temps à faire. Donc, si elle peut déléguer déjà un petit peu au niveau du papa, et le papa, pour qu'il participe avec l'enfant, ben, il y a plein de petites choses. Il peut déjà, par exemple, porter son bébé entre les tétés. Il peut aussi faire des bains. Il peut aussi être présent pendant les tétés, à côté de maman, parler, chanter, lire des histoires, ou juste apporter un verre d'eau à maman qui est dans le canapé depuis 1 heure parce que son bébé fait des tétés en grappe. Voilà, il y a plein de petites choses. La présence du père est essentielle pour la mère, pour le bébé, mais pour la mère, moralement. Qu'elle se sente soutenue, ça peut aussi aider fortement à un bon allaitement. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette question d'ocytocine qui est très importante. Et l'ocytocine, elle est favorisée dans un état de bien-être. Donc, si la mère n'est pas dans un état de bien-être, son allaitement peut en pâtir. Voilà. Et donc, ça passe aussi le rôle du père. Comme dans l'accouchement, le père a un rôle très important. De faire un peu la bulle et le cocon de la maman, protéger l'univers. Et c'est un peu pareil dans l'allaitement. C'est recréer ce cocon, cette bulle, mère-enfant, avec lui qui vient encadrer tout ça. Je vois bien un petit massage des pieds là. Je vois bien le Voilà. papa en train de masser les pieds de la mère pendant qu'elle allait son bébé. C'est la belle image. Mhm. Et écoute, je voulais parler parce que moi j'ai une amie ici. Alors je sais qu'en France, j'ai jamais entendu, mais peut-être que tu vas savoir. J'ai une amie ici qui a co-allaité son bébé, hein, qui a une sœur de lait. D'accord. C'est quelque chose qu'il y avait à l'époque en France, mais j'ai l'impression qu'il a un peu disparu, qu'on n'entend plus parler. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus, un retour? Le co-allaitement, alors c'est vrai que j'en ai plusieurs autour de moi parce que c'est un peu le milieu dans lequel je baigne. Tout est possible. Alors, co-allaitement des jumeaux ou co-allaitement d'un aîné. Voilà, il y a forcément assez de lait pour tout le monde si ça fonctionne bien. Je dirais même que c'est un bon moteur pour l'aide à un deuxième allaitement. Quand on a allaité longtemps, un premier, voire qu'on allaite encore, la montée de lait se fait très rapidement derrière, souvent. Et, euh, et après, ben, le lait, voilà, la mécanique est déjà faite en fait. Et alors, on va mettre évidemment en priorité le petit bébé qui vient de naître, c'est lui, mais l'aîné est tout à fait, voilà, et même, je dirais qu'il vient stimuler encore plus la lactation. Et comme je disais, c'est une question d'offre et de demande. Eh bien, on va encore plus faire la demande puisqu'il y a un aîné qui se rajoute et donc la lactation, elle est boostée. Et c'est top pour tous. Et puis, comme je le dis, chaque goutte est à prendre. Voilà. Et il n'y a pas d'âge pour moi. Et bah, écoute, moi je pourrais continuer des heures. J'avoue que ça me passionne ce sujet. Je ne sais pas, mais comme ça fait déjà un petit moment, voilà, je voulais aller doucement vers la fin. Donc, je voulais savoir si tu avais voilà, une dernière chose que tu souhaitais partager, soit sur l'allaitement, soit en général, sur, voilà, sur ton expérience de mère ou de doula. Et après, j'aurai ma petite question rituelle. Euh, Éventuellement, aujourd'hui sur les réseaux, on voit quand même beaucoup de choses. Et on n'est pas obligé de se rapprocher de personnes voilà, physiques, je veux dire. Et le soutien, on peut aussi le trouver à travers les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont
parfois juste des mères, mais qui ont l'expérience et qui peuvent être un grand soutien. Voilà. Donc, attention quand même à tout ce qu'on trouve. Faire le tri malgré tout des informations, parce que c'est pareil, sur Internet, on va trouver de tout, mais vraiment de tout. Et quand je dis avoir une personne référente, ça peut être voilà, une personne référente sur les réseaux. Mais attention aux difficultés. Quand on a des difficultés et qu'on veut chercher la réponse sur Internet, pour le coup, c'est compliqué. On tombe souvent que sur les avis catastrophiques. Et on n'est pas obligé de se rapprocher de personnes. Et on a du mal à se recentrer et avoir confiance voilà, pour physique. Et aussi à faire le soutien, on peut aussi le trouver à travers les réseaux. Il y a vraiment... Voilà. Donc, les réseaux, c'est chouette parce qu'il y a parfois juste des mères, mais qui ont l'expérience et qui peuvent être un grand soutien. On peut trouver de la bonne écoute, voilà. Mais attention juste à la recherche attention quand même à tout ce qu'on trouve, parce qu'on peut vite tomber dans trop d'infos et malgré tout la désinformation aussi, qui peuvent mener à un échec, des informations où... Parce que c'est pareil, voilà. Malheureusement, sur Internet, on va trouver très important de tout sur qui on tombe. Et quand je dis avoir une personne référente, ça peut être voilà, une personne référente sur les réseaux. Mais attention aux difficultés. Quand on a des difficultés et qu'on veut chercher la réponse sur Internet, pour le coup, c'est compliqué. On tombe souvent que sur les avis catastrophiques. Et on a du mal à se recentrer et à avoir confiance voilà, et aussi à faire le tri de toutes les infos qu'on trouve. Voilà. Donc les réseaux, c'est chouette parce qu'il y a plein de connaissances de plein de choses voilà, par toutes nos émotions, nos hormones, voilà, attention juste à la recherche personnelle, comme tu disais, on se retrouve vite parce qu'on peut vite tomber dans trop d'infos et de la désinformation. Et c'est pas le meilleur moment pour trier les informations à la fin et pour chercher la bonne personne pour nous. C'est très important. Donc, effectivement, dans l'idéal, quand c'est possible, le projet entier d'un allaitement, c'est pas rien. Trouver une personne référente avant, avant la naissance. C'est que effectivement les réseaux sociaux c'est super, mais ce que je retiens c'est que c'est vraiment un projet super et un projet de famille aussi. Voilà. Ça va pas tout finalement de faire des démarches importantes peut-être monsieur durant la grossesse déjà de se mettre en lien avec une personne pour créer un lien de confiance du bébé de la maman et que voilà parce qu'une fois qu'on est déjà dans l'allaitement déjà avec le petit bout alors j'ai voilà. Et puis on est pris par voilà, par toutes nos émotions, nos hormones, voilà, tout, c'est énorme. Après l'accouchement, comme tu disais, on se retrouve vite débordé et c'est pas le meilleur moment pour trier les informations. Ça peut vite s'apparenter et pour chercher la bonne personne à un deuil. Voilà. Donc effectivement, dans l'idéal, quand c'est possible, parce que plomber toute une famille, trouver une personne référente avant la naissance. Portrait chinois, super. Si tu étais un animal, ce que je retiens, c'est que c'est vraiment un projet et un projet de famille aussi. Je pense que je serais un chat. Et importante. Oui. Tu peux nous raconter pourquoi. Vous avez votre place, prenez-la. Je crois que j'ai ce petit côté casanier, voilà. Ce petit côté, j'aime beaucoup les gens, mais particulièrement les gens. Je suis quelqu'un d'assez fiable aussi et fidèle, mais pas comme le chien. Je suis pas dépendante. Voilà, je suis plutôt quelqu'un voilà, de libre, on va dire, dans la vie. Mais ça peut vite s'apparenter. Mais il y a quand même ce côté, j'aime bien les liens et un contact après, quand ça ne fonctionne pas. Et ça peut vite. Et de saisir aussi voilà, toute une famille. Les bonnes opportunités. Le chat, il a vraiment ce côté, voilà, je me mets là où ça va bien, là où je sens, et il est capable de canaliser aussi. Je pense que je serais voilà, le chat, c'est vraiment, enfin, moi je le vois, la force tranquille.
Je crois que j'ai C'est pas ce du petit tout côté casanier, égotique ce que je veux dire, voilà, mais ce effectivement, petit côté où j'aime beaucoup les j'ai gens, ce côté mais un peu zen du chat. particulièrement des gens, je suis casanier, mais Quelqu'un d'assez fiable aussi et fidèle, mais pas comme le chien. Je suis pas dépendante. Voilà, je suis plutôt quelqu'un de voilà, de libre, on va dire, dans ma vie. Mais il y a quand même ce côté, j'aime bien le lien, le contact. Fortement pour tous les gens. Et, et de saisir aussi, voilà, d'être juste un soutien, parce que le chat, quand on est malade, et le chat, il a vraiment ce côté, voilà, je me mets là où nous enlever nos mots, même s'il ne peut pas le faire, il est capable de canaliser aussi. C'est vraiment un de mes Voilà, côtés. le chat, c'est vraiment, enfin, moi je le vois. Et moi, je l'apparente souvent à de l'amour inconditionnel. C'est pas parce que le chat, lui, il est égotique, ce que je veux dire, mais effectivement, on a beau pas forcément bien le traiter, il revient du chat. Toujours là, plein d'amour. Il y a besoin d'aventure. Voilà, avec ses Je vois yeux, bien, ses yeux pleins d'amour. C'est marrant, elle doit sentir. Bah, écoute, Marie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie beaucoup sur cette échange. Elle vient aussi quand on n'est pas bien, elle le sent. Elle vient de plein de belles choses. Exactement, je suis protecteur que j'ai fortement pour bientôt Eve qui m'entoure. Cette vraie volonté d'être juste un soutien, parce que le chat, quand on est malade, il vient sur nous, il se colle à nous, voilà, comme il voulait nous enlever nos mots, même s'il ne peut pas le faire. Et voilà, et ça, c'est vraiment un de mes côtés, cette volonté d'être là. Et moi, je l'apparente souvent à de l'amour inconditionnel. Parce que le chat, lui, il est. Voilà, on a beau pas forcément bien le traiter, il revient toujours là, plein d'amour. Voilà, avec ses yeux pleins d'amour, quoi. Super. Bah, écoute, Marie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie beaucoup sur cet échange très riche. Je te souhaite plein de belles choses et puis à bientôt peut-être. À bientôt, Eve.